Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau type d'émission. Alors je vous l'avais mentionné cet été quand on avait abordé notamment le programme des MF+, tout ça. Et bien aujourd'hui nous sommes enfin arrivés dans ce que j'attendais depuis le début, c'est-à-dire les critiques à chaud. Les critiques à chaud que j'ai décidé d'appeler tout simplement Review Time. Voilà, Review Time, c'est facile à comprendre. L'heure de la critique, voilà, ça sonne mieux en anglais qu'en français, il faut le dire. Encore une fois, je m'excuse pour les lumières dégueulasses, hein, voilà, je vous avoue, ça m'ennuie très fortement, là, cette luminosité de merde, donc je pense que très prochainement, on ira faire les vidéos dehors, parce que ça ira beaucoup mieux, ça sera beaucoup mieux au niveau de la luminosité, pour certaines vidéos. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la vidéo à la cool, avec très peu de montage, très peu de musique, très peu d'effets, où on va vraiment analyser une série d'animations, un film, un mois sur deux, vraiment à la cool, hein, posé sur ma petite chaise. J'ai d'ailleurs préparé juste ici le petit calepin, vous le voyez, Review Time, très beau calepin d'ailleurs, où on va parler donc de la critique de ce mois-ci, et derrière moi il y a un rendu qui est en cours, le rendu de la critique du mois, qui sortira normalement ce soir si tout va bien, mais aujourd'hui, avec un mois de retard déjà quasiment, voire deux, on va aborder la dernière saison de Fairy Tail, parce que je crois qu'il est vraiment temps d'en parler, qu'il y a eu beaucoup de choses sur cette saison, et qu'il est vraiment temps de l'aborder, de se poser les bonnes questions, de savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a foiré, ce qui a très bien réussi aussi. Mais voilà, aujourd'hui on va se concentrer plus sur la saison finale de Fairy Tail, pour vraiment l'aborder dans toute sa largeur, dans toute sa grandeur. Je regarde mes notes, c'est très important, parce que sans les notes, eh bien évidemment, cette vidéo serait un petit peu moins bien. Donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps je baisse les yeux, c'est parce que je regarde mon calepin. Alors, le premier bon point, selon moi, parce que je vais en faire trois, je vais avoir 3 bons points et 3 mauvais points, je vais essayer d'aller assez rapidement pour pas que ça dure une demi-heure cette critique. Alors le premier bon point, je pense qu'on peut le mettre sur la guilde Alvarez dans sa globalité. Tout simplement parce que je trouve que c'est une guilde, je la qualifierais pas comme une guilde clandestine, je dirais que c'est plutôt une entité à part entière, parce que la guilde Alvarez regroupe en fait toutes les guildes du continent, donc c'est une méga guilde, on va le dire ça comme ça. Et je trouve que ça rendait bien, surtout à l'image, de voir que un pays peut être aussi puissant et rassembler autant de mages différents. Et puis, sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, j'apprécie particulièrement l'étoile Spriggan. L'étoile Spriggan, pardon, je trouve qu'il y a vraiment une recherche de personnages, ils sont tous aussi puissants les uns que les autres, ils ont chacun un background qui est intéressant, ils s'intègrent petit à petit et bien dans l'histoire, c'est ça finalement qui fait la force de ces personnages, je trouve. Mais surtout, voilà, on sent un petit peu la pression, la présence de chacun est très fort, chacun est costaud, on peut déjà discerner un petit peu qui est le plus fort, qui est le moins faible des 12, et puis voilà, enfin, moi je trouve qu'ils sont vraiment bien intégrés à l'histoire, la guilde Alvarez est très bien démontrée aussi, Zelev justement fait un excellent empereur dans cette arc finale, et on comprend un petit peu l'importance, le rôle de leader, de chef suprême qu'il a autour de ses mages, de ses partisans en tout cas, et bien sûr il y a eu des personnages coup de cœur forcément dans cette guilde Alvarez, je pense notamment à Di Maria. Di Maria pour moi c'est pas le joueur de foot, attention, hein, je vous vois les footeux, donc Di Maria, la petite blonde, là je trouve que c'est un des personnages les plus marquants selon moi de cette guilde au niveau de la puissance, de la force, de la magie, elle est géniale, elle me fait vraiment penser à Erza avec son côté chevalier, et puis sa transformation pendant l'arc du temps où elle est bloquée avec Wendy et Sheria, ben, c'est juste extraordinaire, c'était juste dingue ce combat, enfin moi j'en ai encore des paillettes dans les yeux entre guillemets. On va accélérer bien sûr sur Alvarez, il y en a d'autres que je trouve très intéressants, notamment, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, il y en a tous des très intéressants, je pense que le gars avec son œil au milieu, pour moi il se fait avoir assez facilement, mais c'est pas lui. Brandish, mine de rien, que j'apprécie au tout début, mais que vous le verrez, elle est passée très clairement dans les mauvais points de cette saison selon moi. Agile, le manieur de sable est très bien démontré lui aussi, c'est un excellent personnage, il y en a d'autres également, mais voilà, je trouve que la guilde Alvarez pour le coup est un des trucs les plus réussis de cette saison finale, qui avait une véritable recherche pour créer une guilde ultime pour cette dernière saison, qu'il fallait vraiment un très gros truc, et que mine de rien cette guilde est quand même beaucoup plus forte que les guildes clandestines qui faisaient peur, comme Grimoire Art, comme Tartaros, comme Horation 6, qui à l'époque avaient causé beaucoup de soucis à Fairy Tail, mais pas autant que cette saison finale, où là de l'épisode 278, on va dire
même 285 jusqu'à l'épisode 328, ben ils ont galéré. La preuve, c'est qu'il y a certains combattants qui ont vraiment mis du temps à venir à bout des 12 Springan, même si certains sont tombés vite. Il y en a d'autres qui étaient beaucoup plus résistants que d'autres, et ça, c'était vraiment bien mis en œuvre, je trouve, bien mis en place. Alors au niveau du deuxième point, je trouve que c'est très bien réussi à ce niveau-là, et alors certes il y a des trucs qui sont pas bien, qui sont pas intéressants, mais ce que la dernière saison de Fairy Tail réussit plutôt bien, malgré une animation très moyenne, on en reparlera, c'est les combats. Je trouve que la plupart des combats sont tous très haletants, qu'il y a véritablement de l'intensité, de la puissance dans chacun des combats qui est mis à l'écran et mis en scène. Si je devais citer des combats coup de cœur, alors oui, bien sûr que j'en ai, parce que des combats importants, je trouve que la série les a pratiquement tous réussis, à part certains qui selon moi sont passés à côté. Le combat Grey Jubia contre Invel, je trouve qu'il est excessivement bien réussi. J'ai d'ailleurs hâte que la VF sorte pour vraiment comparer entre guillemets la passion qui a été mise dans le jeu d'acteur et au niveau des combats. Le meilleur combat selon moi de cette saison finale, et il est réussi, et ça m'a énervé sur le coup, parce que je me suis dit, Fairy Tail, vous êtes vraiment entre guillemets des salopards, parce que vous êtes incapables de nous faire une bonne saison de l'épisode 278 jusqu'à 310, et l'épisode le plus réussi, selon moi en termes d'intensité, de puissance, d'émotion, c'est Erza contre sa mère, donc Erza contre Hélène, ou Irène comme on l'appelle, où là on a véritablement une puissance qui est dégagée entre les deux magiciennes. Erza démontre que c'est elle toujours la plus forte de Fairy Tail, et surtout sa mère qui est tout aussi forte qu'elle. Elle a un background impressionnant, elle donne de l'émotion, du frisson, et franchement ouais, le combat était très très réussi, et pour le coup la victoire d'Erza est vraiment un exploit, parce que si on prend entre guillemets petit à petit le combat scène par scène, on se dit jamais Erza peut gagner, mais bon, les méchants perdent toujours à la fin, donc ce combat était très réussi. Tout comme, bien sûr, le combat final avec Acnologia, qui là aussi est très très bien fait, même si ça dure que 4 épisodes. Tu sens que le gars, s'il avait encore de la réserve, il aurait très bien pu tenir 20 épisodes de plus. Acnologia, c'est clairement mon coup de cœur, en tout cas de cette saison finale. C'est mon coup de cœur de Fairy Tail tout court, parce qu'il a tellement une histoire qui est incroyable, qui est dure à encaisser finalement, de se dire que le gars, il est passé d'un simple citoyen lambda qui savait soigner des dragons à quelqu'un qui a vu les dragons tuer ses proches, tuer ses amis dragons, pour finalement les haïr au plus haut point. Ben, on comprend un petit peu pourquoi il a tourné vers le côté malsain Acnologia. Et bien sûr, le dernier combat que je trouve réussi, et pas le premier jet du combat, mais le deuxième, le combat final, Natsu Zelef. Natsu Zelef, je trouve qu'ils l'ont bien réussi en fin de saison. Au tout début, ils l'ont fait un petit peu à la va-vite pour dire voilà, ça va être ces deux-là les plus importants à retenir. Et je trouvais que le premier combat était à chier. Voilà, le premier combat était mal fait, il n'y avait rien qui était intéressant. Zelef, il était nul à ce moment-là. Natsu, pour moi, était beaucoup trop fort. Et au final, on se rend compte que Zelef, sous sa véritable forme, la forme, je vais dire, Paradise Zelef, on va appeler ça comme ça, le Springan Paradise, mais il est juste extrêmement fort, il n'y a pas photo. Natsu et Zelef sont véritablement deux combattants extraordinaires, et le combat final résume bien, en tout cas toute l'évolution de Natsu tout au long de la série, de voir que le petit Natsu qui galérait contre Eisenwald au tout début, pour le voir finalement exploser le mage le plus puissant de Fioré, parce que je le considère comme le mage le plus puissant de Fioré, Zelef. Donc voilà, c'est vraiment tous ces combats qui selon moi sont réussis, c'est une des forces de Fairy Tail. Il y en a qui sont foirés, je suis totalement d'accord, et je peux comprendre que certains fans crient au scandale, mais il faut savoir se contenter de ce qu'on a, et je trouve que voilà, pour une dernière saison, pour une 50aine d'épisodes, ce qui est pas ouf non plus, ben on a quand même eu des combats assez haletants, palpitants, et voilà, pour moi c'est les 3-4 meilleurs de la saison finale. Il y a aussi bien sûr Di Maria contre Sheria et Wendy dans l'espace temporel, qui est extrêmement bien fait également. On pourrait également citer, allez, je ne sais plus comment il s'appelle, donc le pseudo-fils de Zelef contre Sting, où là aussi c'est pas mal, même si voilà, il a un pouvoir assez spécial. Et surtout le combat Auguste contre Kana et Gildar, je crois. Donc là aussi, il y a vraiment eu de très très bons combats. C'est pas ça qui est vraiment le moins bien réussi dans la série. Donc bravo à l'animé pour nous avoir offert tous ces combats haletants et passionnants surtout.
Alors, le dernier bon point positif, on est quand même déjà à 11 minutes de vidéo, donc je vais essayer que ça tourne assez vite. Alors, le dernier point positif pour moi de cette saison finale de Fairy Tail, c'est bien évidemment le couple, le duo Maëvis-Zélef, qui je trouve est très très bien retranscrit. C'est retranscrit à la perfection, tout au long des différents flashbacks, des différents épisodes. Tu comprends l'amour que ces deux personnages ont les uns pour les autres, c'est-à-dire que Zélef, tu comprends que sans Maëvis, il n'aurait peut-être jamais eu le rôle qu'il a eu aujourd'hui, parce que Maëvis, finalement, l'a fait devenir un monstre. Zélef était déjà horrible à l'époque, mais Zélef a perdu la femme qu'il aimait. Donc pour le coup, il a quand même bien encaissé le type. Et puis Maëvis, voilà, on a eu vraiment une très très belle histoire sur elle, sur son passé. On comprend qu'elle n'a jamais été morte, qu'elle était maintenue en vie grâce à un cristal magique. Et je trouve que c'est une bonne résolution, ce qui veut dire que les différentes étapes où tu comprends pourquoi Makarov hésitait à la faire revenir, c'est logique, parce qu'il s'est dit que s'il utilisait l'Humaine Histoire, il tuerait Maëvis en soi. Donc c'est ça qu'on comprend assez rapidement. Et puis je trouve que le couple est parfait, il n'y a presque rien à dire sur ce couple. Les petits flashbacks, les moments qu'ils ont eu à deux, Zélef qui finalement veut tout tuer, mais que sans Maëvis, il n'est rien et qui ferait tout pour elle. Et la résolution finale, quand tous les deux partent vers le paradis, ce qui était la plus belle mort, je trouve, où Maëvis décide de partir avec lui parce qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus grand chose à faire, entre guillemets, sur Terre, que sa mission est accomplie, et que Zélef va dormir en paix pour au final nous offrir dans l'épisode final une rencontre entre la réincarnation des deux. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça très très réussi, parce qu'on se rend compte que même en étant réincarnés dans leur corps, mais en autre personne, voilà, je sais pas si vous m'avez compris, ils sont toujours autant amoureux l'un de l'autre, et c'est ça que l'animé a très bien réussi. C'est maintenir le plus longtemps possible ce couple à l'écart, entre guillemets, des théories, de tout ce qui était. Enfin, le couple a vraiment très bien évolué au fil de la série. Zélef a lui aussi très bien évolué, Maëvis également. Le spin-off Fairy Tail Zero démontre encore une fois la belle réussite que Fairy Tail peut faire sur ces deux-là. Et j'espère qu'un jour on aura un spin-off beaucoup plus long sur leur rencontre, parce que Fairy Tail Zero a montré la rencontre de base. On a eu quelques flashbacks, mais ça serait bien, je trouve, d'avoir une vraie histoire sur eux deux, sur leur passé, sur ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment le gros point qui est réussi, c'est d'avoir gardé le couple Maëvis-Zélef intact et de l'avoir fait très bien évoluer au fil de la série. Mais c'est une critique à chaud, donc il y a évidemment des mauvais points, 3 mauvais points que je vais aborder avec vous, parce que selon moi ce sont les pires mauvais points de cette saison finale, bien au-delà du manque d'épisodes, bien au-delà de certains personnages, de certains combats. Il y a des points qu'on ne peut pas pardonner et qui n'effacent pas toute la moyennité, la qualité moyenne de cette saison finale de Fairy Tail. Donc allons-y pour les 3 mauvais points. Le premier gros mauvais point qu'on va aborder, et vous le savez, on en a parlé pendant des semaines et des semaines, ce qui est tout à fait logique évidemment, vu qu'on a abordé les reviews tous ensemble, enfin on a vu les reviews chacun de notre côté à chaque fois. Alors ce qui est le pire gros mauvais point, le gros point noir de cette saison finale, c'est l'animation. L'animation est d'une pauvreté incroyable, et ça vaut pour tout, Il y a des combats qui sont beaucoup trop statiques selon moi, qui n'auraient même pas dû être animés comme ça. Voilà, c'est triste à dire pour les gens qui ont fait le travail derrière ces épisodes, mais à un moment donné, je trouve que l'animation doit être de bien meilleure qualité, surtout s'il s'agit d'une saison finale, que c'est la toute dernière, qu'il faut mettre le paquet dessus. Mais non, parfois j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un goût de trop peu, et je suis désolé, il y a des arcs de Fairy Tail qui ont été pourris, mais t'avais des combats, t'avais de l'animation qui était là, qui était présente. Moi je regrette les combats où il y avait vraiment du mouvement, notamment je me rappelle sur l'arc Tenro, chacun des combats, il y a du mouvement. Le combat Erza contre Azuma, il y a du mouvement, il y a chaque fois des choses qui bougent, Erza n'est jamais statique. Ici il y a eu des combats, que ce soit Erza, Natsu, Grey, Lucie, ils étaient comme ça devant le personnage, ils se regardaient en parlant à la Dragon Ball si vous voulez. Donc je trouve ça un peu dommage que l'animé ait décidé de prendre pour une grosse partie de cette saison finale le parti de faire des animations très moyennes pour des combats parfois très moyens. Et ça joue quand même un petit déclic dans la tête de ceux qui regardent, c'est-à-dire que on va regretter que Fairy Tail n'ait pas vraiment joué la carte à fond, de la saison finale, et qu'il y a manqué parfois de justesse dans certains épisodes. Voilà, donc pour moi l'animation c'est une des choses que Fairy Tail doit réussir, même si
Parfois c'est difficile avec les budgets, les finances, les contraintes assez strictes des maisons d'animation, des maisons de dessins animés japonais, mais à ce moment-là, Fairy Tail, c'est pas un studio de blédards qui les anime. Voilà, il y a quand même une assez grande manne financière derrière pour soutenir l'équipe. Donc je trouve que l'animation proposée par les animateurs parfois a été très moyen, voire très faible pour le coup, parce que franchement des combats qui sont haletants, on les retrouve plutôt vers la fin que vers le début. Le début, l'animation elle est juste catastrophique. Donc pour moi c'est un des pires mauvais points que Fairy Tail pouvait faire, c'est rater une grosse partie de son animation et de certains combats avec certains de ses personnages importants. Alors, on avance. Alors le deuxième point c'est surtout un problème au niveau des personnages. Je trouve que dans cette saison finale, il y a eu beaucoup trop de personnages qui sont apparus, qui sont réapparus, qui ont disparu, qui ont réapparu, qui ont disparu. Voilà, il y a vraiment eu un jeu de chaises musicales au niveau des personnages. Il y a eu parfois de très mauvaises utilisations de personnages que tu te dis « Waouh, ils sont incroyables » et que finalement c'est des grosses merdes, excusez-moi. Alors en ligne de mire, je vais pas mettre Brandish tout de suite, je vais d'abord parler de Makarov. Alors Makarov, moi j'ai eu un gros problème avec ça, et je trouve que l'animé a vraiment retourné sa veste au niveau des personnages qui doivent mourir dans sa série. Alors je veux bien que Fairy Tail n'est pas Game of Thrones, n'est pas une série où on fait mourir des personnages pour le plaisir, parce que c'est comme ça, mais depuis, et vous ne me ferez pas dire le contraire les gars, depuis la mort de Simon dans la Tour du Paradis, Fairy Tail a un problème avec les personnages qui meurent. Ça c'est une chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui Fairy Tail ne veut plus faire mourir de personnages importants ou personnages majeurs. Alors est-ce que l'animé a reçu des plaintes de ses fans, de ses amis, de ses collaborateurs en disant « Oh, on peut pas montrer la mort aux enfants ?» Les gars, on est quand même en 2019, à un moment donné, je pense que les mômes savent très bien qu'un personnage, il peut être mort, il peut mourir, et ils savent très bien que même dans une série d'animés, la mort, elle est présente. Donc je trouve ça un peu dommage d'avoir eu le mérite et l'intention de faire sacrifier Makarov, c'est-à-dire de le sacrifier, de le sacrifier aux yeux de tout le monde, d'avoir les larmes de chacun, de se dire bon, ok il est mort, tant pis on fera sans, pour finalement retourner votre veste en fin de série et se dire ouais on va quand même le ressusciter parce que c'est Makarov. Non, non, je trouve que l'idée est complètement erronée et complètement stupide, parce que ça veut tout simplement dire une chose, c'est que vous ne savez pas vous débarrasser de lui. Vous ne savez pas vous débarrasser de lui, le gars il a 130 ans, vous comprenez pas qu'à un moment il faut le faire mourir, il faut le faire mourir. Je suis désolé, il y a d'autres personnes dans la guilde qui mériteraient d'être maîtres de la guilde, parce que là ça veut tout simplement dire qu'on n'ose pas laisser la place à la jeune génération, c'est un peu ça que ça veut dire. Alors oui, on va me dire dans les commentaires, oui mais c'est le guide spirituel, c'est lui qui guide les âmes perdues, c'est lui qui est vraiment le magistrat, le chef de la guilde incontesté. Mais à un moment donné, je suis désolé, c'est un retournement de veste. C'est un retournement de veste sans précédent qu'on pouvait voir venir, mais moi je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris en regardant l'animé, parce que je me suis dit, ouais, vous n'avez pas les couilles, entre guillemets, de mettre Makarov sur le banc des morts et de le faire revenir. Parce qu'en soi, il revient, mais il fait rien, il fait rien en soi. Il donne juste la main à quelqu'un pour aider Lucie et son sort final, mais en soi, il sert pas à grand chose, Makarov. S'il était revenu et qu'il avait mis la pâtée à Knologia, je dis pas. Mais il revient, il est en chaise roulante. Donc en soi, est-ce qu'il valait mieux le laisser mourir ou le laisser revenir? Personnellement, j'aurais préféré qu'il meure, sincèrement. Ah, mais si c'était seulement Makarov le problème des personnages, alors on va arriver enfin à Brandish. Alors Brandish, c'est un personnage que j'ai trouvé même extrêmement puissante, jolie, merveilleuse, voilà, son pouvoir je le trouve fascinant, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui est fascinant mais effrayant à la fois, de pouvoir rétrécir les gens comme ça. C'est-à-dire que la meuf elle est presque aussi forte que Makarov, elle est capable de prendre un homme, je vais dire d'une taille moyenne, de 2 mètres, de le rétrécir à même pas 2 cm, on va dire ça comme ça, d'en faire ce qu'elle veut entre guillemets. D'ailleurs elle l'a fait avec Di Maria, donc ça prouve qu'elle est capable de tout. Donc voilà, j'ai trouvé au début l'utilisation de Brandish très bien, parce qu'on découvre une femme qui, de prime abord, semble inoffensive et qui finalement a un pouvoir extraordinaire, voire démentiel. Les membres de Fairy Tail comprennent que c'est elle qui va être la plus difficile à battre. Le moment où elle rejoint Lucie dans sa maison et qu'elle comprend que c'est la fille d'Arcphilia qu'elle recherche, qu'elle est en train de rétrécir sa maison et qu'on se dit bon, Lucie elle va prendre cher, elle va la prendre comme jouet ou tout ce que vous voulez. Et puis finalement, eh ben Brandish perd tout. Elle perd tout. Le moment où elle se fait avoir par Kana en éternuant face à du sable, truc totalement what the fuck.
ben la meuf devient faible, sans véritable objectif, sans véritable but, elle sert plus à rien dans l'histoire, elle devient comme par hasard amie avec Lucy, Natsu et tout ça, parce qu'on savait pas quoi lui trouver, on savait pas où la mettre, et non, elle a plus aucun rôle. Je trouve que Brandish, on s'est clairement foutu de sa gueule dans cet animé. Alors est-ce que dans les mangas, est-ce que c'est mieux expliqué? Parce que dans l'animé, j'ai vraiment eu l'impression de passer devant une meuf qui est super forte à une meuf qui vaut rien. Donc c'est à peu près ça que j'ai ressenti, autant pour moi, je remets mon ordi. Donc voilà, enfin, j'ai trouvé ça vraiment assez faible de sa part. Et puis merde quoi, à un moment donné, si vous n'êtes même pas capable de maintenir un personnage comme ça aussi puissant parmi tous les autres, ben ne le créez pas. Ne le créez pas, j'ai vraiment trouvé que Brandish a eu la pire utilisation possible dans cet animé. On lui a marché dessus, on l'a piétiné. Non, pour le coup, Brandish, c'est vraiment devenu un personnage lambda qui ne sert plus à rien dans l'histoire, qui décide d'attraper Dimaria, de l'emmener avec elle et de s'en aller, voire même de donner son énergie à Lucy pour sauver le monde. Mais non, Brandish pour le coup, c'est vraiment une grosse déception parce que je m'attendais à mieux de la part de ce personnage et je pense qu'on est en droit de s'attendre à mieux de la part d'un personnage aussi puissant et aussi fort. Et le dernier personnage, je trouve, bon, encore je rajoute un petit peu sur Brandish, mais c'est vrai que Brandish c'est la grosse déception de cet animé, mais un personnage qui je trouve n'aurait même pas dû être présent dans cette saison finale et qui je trouve a été ajouté par envie de nostalgie pour les Kiku, c'est Ultia. Alors, vous savez à quel point j'adore ce personnage. Il n'est pas 10e pour rien dans mon top 50, mais le moment où elle apparaît pour sauver Wendy et Sharia, parce qu'elle sait très bien que sans elle, les deux gonzesses n'arriveront jamais à battre Dimaria, hein, donc c'est ce qu'on appelle une facilité scénaristique, mais on le dira après, je trouve que ce personnage n'aurait même pas dû être présent dans cette saison finale. Très sincèrement, je pense que Ultia a été ajoutée par pure nostalgie et pour répondre à une fanbase de Kiku, parce qu'en soi, elle a aucune raison d'être là. Elle a aucune raison d'être là. Elle a aucune raison d'intervenir dans le combat selon moi. C'est vraiment du pur fanbase, de la pure facilité scénaristique. Ultia on l'ajoute juste pour faire plaisir aux fans et c'est tout quoi. Très sincèrement, parce que j'aurais 100 fois préféré voir Wendy et Sharia se prendre une grosse rame contre Dimaria, se dire bon on a été nul, on reviendra plus tard et revenir plus fort dans le combat pour la bastonner et là l'éclater. Là ça aurait fonctionné. Mais non, au contraire on s'est dit bon, on va mettre Ultia, comme ça elles vont aider Wendy et Sharia grâce à un pouvoir secret ancestral, et finalement ben, tout le monde sera content. Non, tout le monde n'est pas content, la preuve, tout le monde n'est pas content. Je pense que Ultia, on pouvait très bien s'en passer, on pouvait la mettre de côté, voire faire un petit flashback, une petite référence vocale entre guillemets qui apporte un déclic à Wendy ou à Sharia, mais voilà, en soi il y a rien qui laisse présager qu'Ultia mérite d'être dans ce combat, mérite de jouer un rôle dans ce combat. Non, pour moi Ultia c'est une déception parce que ce personnage représente tellement pour Fairy Tail, elle a tellement fait pour sauver les autres, pour réussir à échapper aux ténèbres qui étaient en elle durant toute son enfance et son adolescence, que lui rendre un hommage comme ça en l'ajoutant grossièrement dans l'histoire, c'est pas lui rendre hommage, c'est lui faire défaut, et c'est ne pas apprécier le personnage à sa juste valeur. Donc pour moi, ces trois personnages-là, donc c'est-à-dire Makarov, Brandish et Ultia, ces trois personnages majeurs qui n'ont pas été bien maîtrisés durant cette saison finale et qui auraient mérité d'avoir peut-être un meilleur sort. Donc ouais, pour le coup, je suis assez déçu là. Mais si on est déjà à 25 minutes de vidéo, c'est pas pour rien, puisqu'on va aborder le dernier gros point négatif de cette saison finale, les facilités scénaristiques. Ah oui, les fameuses facilités scénaristiques, les choses qu'on déteste tellement dans les animés qui font que ça nous en rend malades. Le gros problème avec la saison finale de Fairy Tail, et Fairy Tail, je ne dis pas que c'est que la saison finale, il y a eu d'autres arcs qui ont eu ça. La saison finale, les facilités scénaristiques, on les compte sur plusieurs mains. Ça, je trouve véritablement dommage, frustrant qu'on décide de, pour faire passer beaucoup plus vite la série, d'en mettre autant. C'est un peu débile, mais il y en a plein des facilités scénaristiques dedans. Ne serait-ce que Kana, par exemple. Kana, pourquoi est-ce que c'est la seule qui est capable de détruire le pouvoir de Mavis? Qu'on lui dit, ouais, en fait, Kana, si tu réussis ça, tu vas avoir Fairy Glitter. Lucy, qui par n'importe quelle facilité scénaristique, et je commence à avoir en horreur le personnage de Lucy en voyant l'animé,
par des facilités scénaristiques grossières, on la met en avant, alors que je suis désolé. Certes, au tout début de l'animé, c'est elle la star. Elle a 2 arcs rien que pour elle, je suis entièrement d'accord. Mais après, oui, elle a un 3e ou un 4e arc, mais Lucy, pour moi, c'est pas la star de Fairy Tail. La star, t'en as d'autres, t'as Natsu, t'as Grey, t'as Erza, t'as Jubia. Lucy, c'est pas le personnage central, on dirait qu'à chaque fois, tout veut tourner autour d'elle. Parce que pour moi, l'histoire de Brandish, c'est une connaissance à Lucy, ça s'appelle une facilité scénaristique. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver un point commun, au lieu de trouver un intérêt au duel, on lui trouve un point commun. Donc ça, c'est complètement absurde. Lucy, qui devant le livre de ND, par on ne sait quel miracle, évidemment, arrive à recréer les symboles et à sauver Natsu, mais que c'est très bien fait. Ah oui, faut croire qu'elle sait lire les trucs ancestraux, Lucy, hein. Elle n'est pas comme Rebi, non, voilà, on décide de lui faire ça. Elle a d'autres choses, hein, elle a d'autres choses. Lucy, le truc avec Natsu, où elle le réchauffe et elle lui dit « Allez, Natsu, réveille-toi », et que finalement, elle arrive à le faire par on ne sait quel moyen. Et puis la scène finale. La scène finale, en fait, j'ai pas envie de l'insulter sur la scène finale, parce que, certes, c'est une facilité scénaristique, d'utiliser le sort qui a protégé Fairy Tail pendant 7 ans, mais en soi, elle n'avait pas d'autre choix. Donc, sur le coup... ben on peut pas lui en vouloir, mais quasiment sur la totalité de l'arc final, Lucy, elle a des facilités scénaristiques, mais c'est une horreur, on les compte sur plusieurs mains, parce qu'il y en a tellement. Alors après, est-ce qu'on est obligé de faire comme ça avec Fairy Tail? Je sais pas, mais la saison finale fait déjà 51 épisodes, c'est déjà peu, c'est très peu 50 épisodes, hein. Si vous prenez l'arc d'Edolas qui fait 70 épisodes, 70 épisodes, l'arc de Tenro, je crois, en fait plus de 80, ce qui est énorme, je crois que c'est de l'épisode 92 à 115 ou à 130 ou je ne sais plus quoi. Les jeux magiques, c'est tout aussi long, les jeux magiques c'est plus de 60 épisodes, c'est énorme, mais on a su développer l'histoire. Ici sur 50 épisodes, on s'est dit bon, on n'aura pas assez, donc on va faire des interstices temporels, on va faire des facilités scénaristiques. Je suis désolé, moi il y a plein de choses comme ça que je trouve insurmontable et insupportable. Le fait voilà, avec Ultia par exemple, c'est une facilité scénaristique avec Wendy et Sheria qui arrive à faire un sort ancestral qu'on ne sait plus comment faire, d'ailleurs je dis trop de fois le mot ancestral, donc voilà, pour réussir à vaincre Dimaria. Natsu qui contre Zelef se relève, on ne sait pas comment, parce que de base Natsu doit mourir, mais bon, vu que les méchants sont censés perdre, il fallait que Natsu se relève par n'importe quel moyen. Donc oui, Brandish qui là aussi, il y a eu des facilités scénaristiques avec Brandish, hein. Faut pas croire, avec les méchants aussi, avec Erza. Donc ouais, non, pour le coup, c'est assez mitigé, hein, parce que l'animé de Fairy Tail a vraiment trop de facilités scénaristiques sur cette dernière saison, et c'est dommage, je pense qu'il aurait peut-être fallu faire 10 épisodes de plus, même si ça coûte cher, même si c'est difficile à mettre en animation, mais pour avoir de la qualité, parfois il faut rien refuser. Et là peut-être que 51 épisodes c'était beaucoup trop court pour espérer avoir une grande réussite, même si ça fait quand même bizarre que l'animé se termine, mais c'est vrai que 50 épisodes c'est peut-être trop peu pour cette saison finale, surtout que les combats ont démarré à l'épisode 285, donc ça fait presque 8 épisodes sans avoir de combat. Donc voilà, on a quand même 8 combats, on a quand même 8 épisodes au début qui sont juste des épisodes filler. Voilà, pour rassembler les troupes, pour faire tout ça, mais en soi, on n'en trouve pas l'intérêt. Donc voilà, c'est peut-être déjà là que réside le problème de Fairy Tail, c'est d'avoir attendu trop longtemps avant d'avoir mis Alvarez et ses Springan dans le bain. Donc voilà, pour moi, ce sont les 3 points négatifs et les 3 points positifs que je vous ai exposés, qui font que Fairy Tail 2019 est une saison moyenne. Je vais pas dire médiocre, parce que médiocre c'est insultant, je vais dire moyenne, avec, si on devait faire une note, entre 12 et 15, voilà, il n'y aurait pas énormément, moi je dirais plutôt un 13,5, un 13 sur 20, mais c'est loin d'être au niveau des derniers actes de Fairy Tail, et c'est ça qui est frustrant, c'est-à-dire qu'on termine sur peut-être un plat, alors qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, de faire beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette première review time vous aura plu, parce que oui, il y en aura peut-être d'autres, évidemment, une fois tous les 2 mois, ça fait pas de mal. J'espère surtout que le montage ne sera pas trop long, parce que ça fait déjà 30 minutes que je tourne, donc voilà, c'était un peu long Fairy Tail, je ferai peut-être moins de points positifs et moins de points négatifs, mais bon, on apprend comme on apprend, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Merci à vous en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout cette review time. On se retrouve très bientôt, notamment le mois prochain, donc au mois de novembre, au mois de, non, de décembre, qu'est-ce que je dis moi, pour la critique du mois sur la franchise Dinosaure. On s'attardera sur le premier film et on se retrouvera peut-être au mois de février, si j'ai le temps, pour vous parler d'une seconde review time sur un animé, sur un film, je verrai bien. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la petite cloche et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!